La culture bretonne est vivante, ouverte sur l'extérieur et sur l'avenir. C'est ce qu'affirmait la charte culturelle bretonne signée par l'État français il y a 40 ans. Mais le nombre de locuteurs bretons diminue. Ils étaient plus d'1 million au début du XXe siècle, moins de 200 000 aujourd'hui. Alors cette langue bretonne est-elle menacée? Est-elle condamnée à disparaître? C'est l'heure du débat. Et nos invités pour ce débat sont Léna Loarne, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes présidente de l'Office public de la langue bretonne et vice-présidente chargée des langues de Bretagne au Conseil régional. Rosen Miline, bienvenue. Bonjour. Vous êtes journaliste, directrice du programme Soro Soro, un programme qui documente les langues menacées dans le monde avec notamment du collectage en Bretagne. Paul Molac. Bonjour, vous êtes député du Morbihan et ardent défenseur des langues régionales à l'Assemblée nationale. Et Yves-Marie Derbré-Salin, vous êtes membre du collectif Aïta, un collectif qui donne à voir et à entendre le breton dans l'espace public. Nous rejoindrons également sur ce plateau Émilie Quinkis, alias Tiny Fit, une auteure et compositeur bretonnante, ainsi que Maëlle Le Guenec, responsable des émissions langue bretonne pour France 3 Bretagne. Il est un peu notre star du breton sur le petit écran. Et bonjour à vous, Loïc. Des maths. Des maths, vous avez bien raison Loïc. Loïc Schwartz, notre dessinateur, qui enrichira ce débat avec sa touche d'humour et d'impertinence. D'ailleurs Loïc, vous avez peut-être un premier dessin à nous proposer ? Oui. Oh là, oui, Lankou sera-t-il le dernier à parler breton ? C'est le scénario du pire, hein, bien entendu, celui que veulent éviter, j'imagine, tous nos invités réunis sur ce plateau. Alors les Bretons sont fiers de leur langue, mais bien peu savent la parler. La Bretagne comptait plus d'1 million de britophones au début du XXe siècle. Aujourd'hui, il serait moins de 200 000. Alors la langue bretonne est-elle menacée, condamnée à disparaître ? C'est la question que nous vous avons posée. La langue bretonne est-elle menacée? Pour moi, pas du tout. Je pense qu'il y a une vraie volonté d'enseigner encore la langue bretonne, une vraie culture bretonne, avec ses écoles, avec ses festivals. Yawank ce week-end, et avec une vraie volonté de faire découvrir la culture et la langue bretonne aux Rennais et aux autres personnes. Je pense qu'il y a une résurgence de toutes les langues locales en France actuellement et un peu partout en Europe. Et je pense que c'est bien de faire vivre la diversité et de renouer avec certaines traditions sans que la tradition s'oppose à la modernité et vice-versa. Je pense qu'il reste menacé parce que tant que la charte des minorités régionales n'aura pas été signée, ça laisse latitude à ceux qui nous gouvernent de faire une action qui peut être néfaste sur la langue bretonne et sur les autres langues minoritaires. La langue bretonne est-elle menacée? Les jeunes ne la parlent pas ou la connaissent même pas. Je ne suis pas sûre qu'ils connaissent beaucoup de mots. Peut-être remettre un peu cette culture-là qui commence un peu à mourir, le fait de la réintégrer dans les écoles petit à petit. Et donc ce serait vraiment pas mal. Bon, comme on peut le voir, hein, les Bretons que nous avons interviewés sont quand même relativement optimistes. Léna Loarne, y a-t-il suffisamment de britophones pour assurer la pérennité de la langue aujourd'hui ? Il y a une certaine, pas mal de jeunes qui la parlent maintenant, mais c'est vrai qu'il faut aller encore plus loin pour avoir quelques milliers chaque année qui se réapproprient la langue. Pas mal de jeunes, on a du mal à se représenter. C'est oui. Combien de jeunes Alors, à peu près ? Pour l'instant, si vous voulez, il y a plus de 17 000 élèves scolarisés dans une des filières bilingues en Bretagne, sur la région Bretagne et même sur le département de Loire-Atlantique. Est-ce que c'est suffisant pour s'assurer la transmission ensuite de cette langue bretonne ou est-ce qu'il faut absolument développer Il faut absolument développer ce genre de cours qu'on peut donner dans les écoles publiques, privées ou immersives. Diwan en est un exemple avec plus de 5000 élèves
qui sont enseignées entièrement en langue bretonne. Les 2 autres filières publiques ou privées qui sont bilingues ont aussi une importance sur l'ensemble du territoire, mais il faudrait décupler le nombre d'ouvertures par année. Nous avançons, c'est certain. Nous avons une écoute puisque nous avons une convention spécifique de 2015 qui spécifie qu'il faut répondre à la demande sociale. Mais il est certain que si nous voulons avancer réellement, il faudrait ouvrir environ 20 à 30 sites par an. Et là, on en est à 10-15. Rosen Miline, parmi les langues dites celtiques, le breton, finalement, est-il le seul menacé ou c'est un phénomène Non, et c'est un drame. C'est une famille de langues entières donc, qui est aujourd'hui menacée, puisque la famille des langues celtiques compte aussi l'écossais, le gaélique d'Irlande et le gallois, pour citer les plus importantes. Et toutes ces langues sont en perte de locuteurs, sauf une quand même, le gallois, qui, alors je donne souvent cet exemple, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, il y avait 500 000 personnes à parler gallois et 500 000 personnes à parler breton. Aujourd'hui, on est moins de 200 000 à parler breton et les Gallois ont renversé la tendance et ils ont remonté au-dessus des 500 000. Qu'est-ce qui a permis aux Gallois? C'est quoi leur recette? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé qu'on n'a pas trouvé ici? Alors déjà, il n'y a jamais eu de rupture de la transmission, contrairement à la Bretagne. Et puis, eh bien, on peut vivre sa vie complètement en gallois. Le gallois est présent partout dans les écoles, dans la vie publique, à la télévision, à la radio. Ils ont une chaîne de télévision en gallois depuis le début des années 80, donc la radio encore avant ça. Donc vous imaginez, on peut parfaitement vivre en gallois tous les jours. Ça ne pose aucun problème. Alors, pour reprendre les chiffres que vous donniez, oui, on a encore 180 000 locuteurs. On peut se dire, on peut voir le verre à moitié plein et se dire, c'est pas mal finalement. Mais ces 180 000, la plupart d'entre eux ont plus de 70 ans. Oui. Et ça, c'est dramatique. Et on perd environ 5 000 locuteurs par an. 5 ou 6 000 par an. Et là aussi, quand on voit le verre à moitié plein, le travail que font les écoles d'Iwan et les écoles bilingues est absolument formidable. Mais ça ne représente que 2 à 3% des enfants de Bretagne. Ça veut dire que 97% des enfants en Bretagne n'ont aucune approche de la langue bretonne. Et avec tous les gens qui viennent de l'extérieur et qui s'installent dans la région, il y en a même beaucoup qui ne savent même pas que ça existe. Moi, j'en croise, il y a des gens même dans le Finistère qui ne savent pas que la langue bretonne existe parce qu'on ne l'entend plus, parce qu'il n'y a pas assez de jeunes. On va revenir sur cet aspect. Paul Molac, comment on peut expliquer le désamour des Bretons pour leur langue au XXe siècle, parce que finalement, en 3 générations, le breton est passé d'une langue utilisée quasi quotidiennement à une langue finalement menacée de disparition. Oh, c'est un phénomène que l'on retrouve couramment en Europe, en fait. C'est la minorisation d'une langue. Donc, on commence par inculquer, souvent aux enfants d'ailleurs, l'idée que ce qu'ils parlent à la maison, c'est pas bien. Donc, il faut prendre la langue que l'État vous donne. Et il y a toute une action psychologique qui est faite et qui, malheureusement, passe ensuite de génération en génération. C'est un peu comme les traumatismes d'une guerre, par exemple, qui se transmettent aux petits-enfants, enfin aux enfants, aux petits-enfants. C'est un peu ça. Donc la honte de la langue, l'inutilité de la langue, ça a quand même durablement marqué les esprits. La honte a été une arme de destruction massive pour la langue bretonne. Bah oui, complètement. Oui, bien sûr. Et ce qui a aggravé les choses, c'est qu'en fait, on n'a pas pu prendre le taureau par les cornes parce que contrairement à d'autres pays, nous sommes très centralisés. Donc, il a fallu arracher petit à petit un certain nombre de choses à l'État central qui, vous l'avez dit tout à l'heure, on a commencé en 1976, mais en 1976, il n'était pas encore question, par exemple, d'enseigner le breton de façon courante. Si on l'avait fait de façon courante dans les années 50, il n'y aurait pas eu de coupure dans les années 1950. C'est là véritablement que la coupure s'est faite. Donc, quelque part, il y a une responsabilité. Et puis, le fait que le breton recule dans tous les usages, y compris dans la vie quotidienne, fait qu'il est parfois effectivement un peu difficile de l'entendre. Donc, il y a certains milieux qui le parlent, ce qui explique que certaines personnes pensent qu'effectivement, ça n'a jamais été le cas où, je vois par exemple le pays de Plermel, à peu près la moitié des noms de lieux sont en breton. Et quelquefois, vous trouvez... Alors, vous leur dites, écoutez, si la moitié des lieux sont en breton, ça prouve bien que le breton a été parlé chez nous à un moment donné. Et il y a des gens qui nous disent, ah non, mais c'est des gens qui viennent d'ailleurs, etc. Donc, en plus, ils se racontent des films. Mais finalement, la langue a été de moins en moins parlée, mais c'est aussi un recul géographique, puisque la langue bretonne a perdu du terrain. Sa frontière historique, en fait, était une ligne de Saint-Malo à Guérande. Et puis aujourd'hui...
C'est plutôt une ligne qui va de Paimpol à Vannes. Hein. On a eu un rétrécissement de l'aire territoriale où vraiment se parlait le breton. Oui, mais ça, c'était plutôt au milieu du XXe siècle. Maintenant, vous n'avez pas le territoire... C'est le temps de la reconquête maintenant. Voilà. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, par exemple, justement, les classes bilingues et les écoles d'Iwan sont installées sur les 5 départements de la Bretagne historique sans problème. Et ça répond à une demande sociale. Donc, la langue bretonne est réappropriée là où la demande se fait, en fin de compte. Et il y a un réseau qui se crée. Et plus il y en aura, mieux ce sera, bien évidemment. Yves-Marie d'Herbré-Salin, vous avez 25 ans. Vous faites partie de la jeune génération de bretonnants. Dans une époque où la langue dominante est l'anglais, vous ne vous sentez pas un petit peu archaïque en parlant le breton ? Non, loin de là. Enfin, moi, j'ai appris le breton à l'école, c'est vrai, dans une des filières mentionnées tout à l'heure. Après, on apprend très bien l'anglais ou l'espagnol aussi. Dans le cadre de mes études, j'ai eu l'occasion d'aller en séjour Erasmus à l'étranger. Ça n'empêche nullement, en fait, de rencontrer d'autres personnes. Et même, ça donne envie, en fait, le fait d'avoir conscience qu'on a 2 facettes un peu culturelles ou plusieurs langues. Déjà, dès petit, en fait, ça... Vous allez me dire que c'était un atout pour communiquer ? Oui, ça suscite un intérêt et puis ça facilite l'apprentissage d'autres langues. Et puis moi, je l'ai vu très concrètement derrière en allant, en voyageant ou en rencontrant d'autres élèves. Hein, c'est une force en fait. Moi, je pense qu'il n'y a pas du tout de contradiction. On a tendance à opposer l'apprentissage de la langue bretonne, on a d'assimiler ça à un renfermement, alors que tout ce que moi je vois au quotidien, que ce soit moi ou des amis, des collègues, c'est au contraire une ouverture vers les autres. En fait, on est curieux de la richesse des autres. Et moi, je trouve que c'est tout l'inverse du cliché un peu qu'on a tendance à véhiculer. Rosane Muline, on a le sentiment finalement qu'au nom de la modernité, il fallait se débarrasser des langues régionales, souvent qualifiées parfois de patois, mais dans un sens plutôt péjoratif. Hein. Aujourd'hui, la tendance, elle s'inverse, j'ai l'impression. On cherche à préserver ces langues, elles sont vues comme une richesse. Comment expliquez-vous ce changement de perception et est-ce que c'est un phénomène mondial finalement, ce retour vers ces langues régionales ? Alors je voudrais revenir sur ce que disait Paul tout à l'heure, sur cette question de la honte, parce que c'est un vrai sujet. Moi, mes parents, quand j'ai été élevée à la campagne, hein, dans le beau pays de Léon, mes parents ne parlaient pas français avant d'aller à l'école. Ils ne parlaient pas un mot de français. On les a forcés à apprendre cette langue de façon quand même assez violente. On les a punis, on les a battus, comme tous ceux de leur génération. Et forcément, quand vous avez été battu, stigmatisé, quand on vous a dit que vous étiez moins que rien, que votre langue, que votre culture était vraiment bonne à acheter, que c'était synonyme du tas de fumier dans la cour et des pieds dans la boue, forcément qu'il y a un traumatisme. Et forcément que ces gens-là, après, moi, mes parents, quand ils m'ont appris à parler, comme à mon frère, ils nous ont appris à parler d'abord en français. Alors, ils nous parlaient un français qu'ils avaient eux-mêmes appris. C'était une langue étrangère pour eux. Et nous, on voulait parler breton. Donc, il y a quand même un clash. Et vous imaginez ce que ça représente pour une mère de ne pas transmettre sa langue. Enfin, c'est quand même des phénomènes assez traumatisants. Alors oui, mais justement, il y a eu un changement de perception. Oui, alors si on se tourne vers l'avenir, comment est-ce qu'on peut expliquer justement ce changement de perception ? Moi, je mets ça beaucoup sur le compte des années 70, puisque j'étais gamine à l'époque. Tout ce qu'il y a pu avoir au niveau de la musique, et en particulier avec Alan Stivell, qui a débarqué dans le paysage et qui a vraiment révolutionné tant de choses. Enfin, tout d'un coup, on voyait ce type qui chantait en breton à l'Olympia, sur les scènes du monde entier. C'était quand même incroyable. Et il a enlevé les coiffes de la Bretagne et il a débarrassé le tas de boue devant la maison. Il a modernisé la langue en la parlant. Voilà, et il a modernisé la musique et il nous a rendus fiers de cette musique. Je pense que beaucoup de nos générations ont été sensibilisées à ça et c'est d'ailleurs pas un hasard si les écoles d'Iwan ont démarré en 77. On va revenir au cours de ce débat sur le rôle un petit peu de la musique justement. Mais avant cela, on va faire un gros bond en arrière même de 40 ans puisque le 4 octobre 1977, le président de la République d'alors, Valéry Giscard d'Estaing, signait la charte culturelle bretonne. On écoute ce que le président disait alors sur les Bretons. Vous les Bretons de tous âges, du pays gallo ou du pays bretonnant, vous enrichissez par votre spécificité la vie nationale et vous devez être encouragés à le faire.
Alors cette charte encourage à préserver le patrimoine culturel breton, notamment ses langues, le breton et le gallo. Elle encourage aussi le renseignement et leur diffusion dans les médias. Paul Molac, est-ce qu'on peut dire que cette charte a été comme un déclencheur, qu'elle a marqué le début de quelque chose, d'une prise de conscience de la nécessité des Bretons, pour le Breton d'ailleurs, de sauver le Breton, de redécouvrir ce patrimoine? Alors, je crois que le chemin était déjà fait par un certain nombre de Bretons avant. Je crois que là, c'était un peu l'État qui reconnaissait que il y avait quelque chose à faire. Et donc, ça a permis une certaine structuration culturelle. Ça a permis d'avoir des grandes fédérations comme Kendar, comme Sandrienne maintenant, et qui se sont structurées à partir de ce moment-là. Alors, c'est sur du temps long. Hein. On a aussi eu le Conseil culturel de Bretagne. Donc, quelque part, pour répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure, pourquoi est-ce que les gens reviennent à cela? Tout simplement, à un moment donné, on a eu besoin d'unité. Parce que, effectivement, les Français ne comprenaient pas forcément les textes de loi, parce qu'ils ne parlaient tout simplement pas français. Maintenant, tout le monde parle français. Donc on dit, à quoi ça sert de persécuter les langues régionales, puisque de toute façon, l'unité, on l'a. Donc ce qu'on n'a plus, c'est la diversité. Et à partir de ce moment-là, les gens se disent, ils ont même du mal à comprendre certaines paroles qui sont faites, parce qu'ils ne comprennent pas, par exemple, que la charte ne soit pas ratifiée. Ils me le disent, y compris des gens du Pays gallo qui me disent, pourquoi ils ne le font pas? Alors, c'est vrai. On va revenir sur cette charte, mais Léane Mouarn, vous étiez, la première institutrice d'Iwan à Rennes. À Rennes, c'est bien ça. Concrètement, pour les associations, en quoi cette charte fut-elle un progrès? Parce que ça a apporté des possibilités de structuration. Oui, ça a apporté une possibilité de structuration, de l'argent, bien évidemment, pour avoir des permanents. Parce que jusqu'ici, si vous voulez, dans les années 70, toutes les actions qui se faisaient, toutes les associations qui vivaient du bénévolat, du militantisme. Et là, la structuration a commencé pour le monde culturel lui-même d'abord, musique et danse. Ensuite, il y a eu l'édition aussi qui a été aidée par le biais de l'Institut culturel de Bretagne qui a été mise en place avec le Conseil culturel de Bretagne. Cela est issu de la charte culturelle. Et Diwan était à côté en fin de compte et s'est aussi structuré pour créer ses propres écoles associatives. Et c'est les parents là qui prenaient en compte les frais pédagogiques et les frais de rémunération des enseignants. On va dire que l'initiative a vraiment été d'abord des Bretons, mais la charte a permis de donner un petit coup d'accélérateur. Tout à fait. Beaucoup avaient des permanents à l'époque, oui. L'année 2015 a été celle des espoirs déçus pour de nombreux britophones. Le Sénat refuse de ratifier cette fameuse charte européenne des langues minoritaires. La France doit rester une et indivisible. On regarde. Elle a résonné dans l'hémicycle par la voix du sénateur Ronan Dantec, mais la langue bretonne n'a pas été entendue. La Haute Assemblée a voté une motion de rejet de la charte européenne des langues minoritaires. Malheureusement, la charte des langues régionales, elle n'est pas faite pour un pays comme la France, parce que la France est un pays un et indivisible, où l'égalité devant la loi, quelle que soit l'origine des gens, empêche de faire des distinctions en fonction des groupes. Déception des élus bretons, notamment du député Jean-Jacques Urvoas, l'un des principaux défenseurs de la ratification. La mauvaise foi juridique avancée par le Sénat ne peut pas expliquer le vote d'hier soir. Il y a donc une hostilité au principe d'une révision de la Constitution et une réserve inutile, archaïque, au développement des langues régionales. Côté milieu culturel, c'est plutôt la résignation. La charte européenne des langues régionales, non, elle n'est pas ratifiée. D'après ce qu'on en comprend politiquement, on n'aura pas le compte non plus. Donc c'est sur le terrain que ça va se jouer. Et le terrain, aujourd'hui c'est dans la rue, mais tous les jours c'est dans nos écoles. Car les militants n'attendent pas les réponses du législateur pour aller de l'avant. Et heureusement pour la langue, car la charte, quasi enterrée, a été signée par la France il y a déjà 16 ans. C'est aujourd'hui quelque chose de symbolique, donc le symbole est important, donc il faut poursuivre ce travail, mais ça ne doit pas être un travail exclusif. On a plein d'autres choses à faire. Aujourd'hui, sur le terrain, les mairies, les communautés de communes peuvent très bien appliquer tout un tas de choses et elles ne le font pas aujourd'hui, donc c'est vraiment quelque chose qui doit venir du terrain. Avec ou sans charte, le combat des militants continue. La charte européenne des langues minoritaires n'est pas faite pour la France. La France est un pays indivisible, c'est ce qu'on vient d'entendre. Cette peur des langues régionales, susceptible de diviser la France,
C'est un argument que vous entendez souvent aussi à l'Assemblée, sur les bancs de l'Assemblée, Molac ? Oui, c'est un argument qu'on entend souvent avec une certaine cécité, parce que, est-ce que vous savez par exemple que la France aujourd'hui est un État fédéral ? C'est pas forcément ce qu'on met le plus en avant. Eh bien, avec la Nouvelle-Calédonie adapte les lois nationales qui sont votées. Elle a même le droit de faire des lois de pays. Donc c'est vraiment un État fédéral. On pourrait parler de Wallis et Futuna, on pourrait parler d'autres territoires. Et par contre, quand il s'agit de la France métropolitaine, alors là, par contre, il ne faut rien bouger. Non, c'est une certaine mauvaise foi, parce qu'évidemment, c'est une lecture qui est totalement exclusive et je dirais même qui consiste à écraser tout ce qui reste à côté. C'est une vision très, très nationaliste. Est-ce que c'est pas tout simplement une peur ? Parce que en écoutant cela, la question qui vient, c'est est-ce à dire finalement que la République est un édifice si fragile que le développement de langues régionales la menacerait ? La réponse est non, bien sûr, c'est d'une telle évidence. J'avais ironisé en disant que c'était pareil pour le N-tilde de France. Je disais, si la République est menacée par un N-tilde, c'est qu'elle ne doit pas être bien costaud. Donc, là, on est dans l'ordre du risible. Et le problème, c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte. Léna Alouarn, pourquoi cette charte européenne des langues régionales est-elle si importante finalement ? Parce que sa ratification, elle peut vraiment marquer un progrès, ou on est dans l'ordre du symbole ? Je pense que ce serait dans l'ordre du symbole, mais c'est important quand même. Une ratification montre la reconnaissance de l'existence de ces langues qui existent sur le territoire. Et le fait qu'elle soit ratifiée, même s'il n'y a que 39 points qui seront ratifiés, il y aurait dans la tête de la population comme un déclenchement en disant il est normal donc de demander la reconnaissance de nos langues, l'éducation, l'enseignement du breton peut être mise dans toutes les écoles, comme ça se passe déjà en Corse d'ailleurs, et que nous n'avons pas nous non plus. Ça favoriserait encore la prise de conscience. Donc il y a une langue régionale à défendre. Oui. D'accord. Votre collectif, Aïta, dénonce souvent l'inaction de l'État français. Récemment encore, vous avez démonté des panneaux non bilingues sur les routes nationales. Est-ce à dire que la voie législative ne suffit pas, finalement, qu'il faut passer par la désobéissance civile pour forcer la main de l'État ? Ça ne suffit pas, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail législatif sur le statut légal de la langue à faire, évidemment, mais il y a aussi tout un travail de terrain sur ce qui se passe localement. On a de la marge de progrès avec le cadre tel qu'il est, qui ne sera pas suffisant pour aller au bout des choses, mais qui permet quand même aujourd'hui un certain nombre d'évolutions encore. Donc ça passe notamment par des conventions signées entre l'État et les régions. On peut aller beaucoup plus loin que la convention qui a été signée en 2015. Qu'est-ce qui lui manque ? Des outils beaucoup plus volontaristes et des choses moins ambiguës, des choses plus claires et plus pratiques, on va dire. Beaucoup de beaux discours souvent et assez peu de concret. 2 ans plus tard, par exemple, la signalétique bilingue sur les routes nationales, on n'en a toujours pas vu la couleur ni le premier panneau. Qu'il y ait besoin d'un certain temps pour travailler, préparer les dossiers, c'est une évidence, pour préparer les transitions, faire les travaux. Mais 2 ans pour installer un panneau, c'est quand même un peu gros à avaler. Donc, vous savez au moins s'ils ont été commandés ? Ah mais non, on ne sait pas s'ils ont été commandés, mais on se doute qu'ils n'ont pas été commandés et qu'on nous dit on fait une étude, on fait ceci, on fait cela, mais en fait on fait rien du tout. On gagne du temps, on botte en touche, on dit qu'il y a des problèmes d'argent ou autres, mais les problèmes, les départements, ils sont confrontés à ce même cadre juridique et eux, ils y arrivent très bien. La signalétique bilingue, ça fait des dizaines d'années que maintenant elle est en place sur le réseau départemental sans que ça pose de problème. Donc aujourd'hui, quelle est la difficulté sur les routes nationales ? C'est purement une volonté de l'État par les organismes déconcentrés, et notamment le préfet de région. Aïta défend l'usage quotidien de la langue bretonne. Avez-vous le sentiment d'être perçu comme, je ne sais pas, de dangereux indépendantistes en dehors de la sphère bretonnante ? Par ces actions de démontage de panneaux, vous avez l'impression qu'on... Moi, pas du tout. Enfin, vous passiez tout à l'heure, vous aviez interrogé différentes personnes dans la rue. Nous, quand on est sur le terrain ou quand on mène une action, que ça soit de sensibilisation ou plus revendicatrice, en général, les gens
apprécient en fait ce que l'on fait, c'est-à-dire qu'ils comprennent tout à fait le fondement de notre question, parce qu'ils sont d'accord sur la demande de base. Donc ils comprennent. Alors après, on peut être d'accord ou pas sur la méthode, ça c'est un autre débat, mais dans le fond, les gens sont d'accord, et comme vous le disiez tout à l'heure, ils comprennent même pas qu'on en soit encore à tourner autour du dossier. Enfin, c'est une évidence pour tous les Bretons quasiment. Donc de Bretagne, il y a que tous les signaux sont ouverts en Bretagne. Ça bloque plus haut, quoi. Ce sont quand même des actions non violentes. Hein, c'est plutôt des actions spectaculaires. On est dans la désobéissance civile, l'action non violente. Je vous propose de regarder un peu les réponses de nos internautes. On leur a tout simplement posé cette question. Faut-il sauver la langue bretonne? Voilà, donc les réponses s'affichent. Rosen Miline, la première réponse, sans le breton, c'est la Bretagne qui meurt. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on n'est pas finalement là dans l'excès? Est-ce que l'identité d'une région se résume à une langue? Elle ne se résume pas à une langue, mais la langue y est certainement pour beaucoup. Le jour où il n'y a plus de langue bretonne en Bretagne, ou de langue gallo d'ailleurs, un jour ça peut devenir la Creuse, avec tout le respect que je peux avoir pour la Creuse. Mais vous êtes exactement en train de me dire ce que dit cette personne. Alors, oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la langue disparaît, il n'y a plus de culture bretonne. Non, ça ne disparaît pas du jour au lendemain. La Creuse. Mais à partir du moment où ce marqueur-là, qui est si important, qui est la langue, à partir du moment où la langue meurt, progressivement, c'est la culture qui part avec. C'est partout pareil. Et là, aujourd'hui, on est vraiment à la croisée des chemins. On ne peut plus rester tourné autour du pot. Après, on a quand même des grands auteurs bretons qui n'étaient pas bretonnants. Bien sûr. Et qui ont fait vivre cette région. Mais est-ce qu'on les qualifie, est-ce qu'on les perçoit, est-ce qu'on les percevra encore à l'avenir comme étant des auteurs bretons? Non. Ce seront des auteurs de langue française qui finiront par être noyés dans le grand bain français. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. On arrive, par exemple, à faire disparaître le nom de Bretagne, ça devient le Grand Ouest. On efface comme ça progressivement des tas de signaux, des tas d'éléments qui font que, oui, je suis convaincue que si on ne se bat pas pour que ça demeure et pour que la langue reste, on perdra du terrain petit à petit, de plus en plus. Et voilà. Alors, en Haute-Bretagne, on parle encore le gallo. Est-on moins breton pour autant? Non, certainement pas. Donc, moi, je n'ai pas attendu de parler breton pour être breton. Donc, les gallos sont tout à fait bretons aussi, se sentent bretons. Je ne sais pas, mais il y a des questions de principe. La question de principe, c'est la langue bretonne est une langue celtique, c'est la langue des Bretons. Ils ont à la fois la charge de la passer à tous ceux qui veulent l'apprendre. Donc c'est, si vous voulez, dans notre travail, dans l'humanité, s'occuper de la langue bretonne, c'est ce que les Bretons doivent faire. Après, est-ce qu'un Breton se définit par la langue? Il se définit par des tas de choses. C'est plus complexe que ça. Et je crois qu'en Bretagne, dès le départ, on était avec deux cultures, une celtique et une romane. Donc on sait d'autant mieux quelque part montrer la Haute-Bretagne et la Basse-Bretagne. Bien sûr, c'est d'autant mieux montrer qu'on peut être un État, puisqu'on l'a quand même été pendant plus de 10 siècles, et qu'on pouvait avoir des cultures différentes. Donc finalement, nous sommes un exemple pour la République française. Alors, Alsaciens, Basques, Corses, Bretons, Savoyards, entre autres, font face aux réticences de l'État à reconnaître pleinement leur langue. Et puis, il y a les attaques parfois virulentes d'intellectuels. Je suis sûr que vous en souvenez tous autour de cette table. C'était en 2010, le philosophe Michel Onfray signait une tribune dans le quotidien de Le Monde. Il y qualifiait les langues régionales, je cite, d'instruments identitaires, un outil de fermeture sur soi, une machine de guerre anti-universelle, autrement dit, un dispositif tribal, fin de citation. Alors avant d'en parler, je vous propose de regarder la réponse que lui fit la chanteuse Nolwenn Corbel. C'était l'année dernière, elle recevait alors le collier de l'Hermine, distinguant les Bretons participant au rayonnement de leur région. Il m'importe de parler breton, d'entendre parler breton, de le lire, de l'écrire, de le chanter, de faire en sorte à ma manière et avec mes moyens de faire sonner et vivre cette langue aussi longtemps que possible. Est-ce cela que vous appelez un dispositif tribal, monsieur Michel Onfray? Un instrument identitaire, une machine de guerre anti-universelle, un outil de fermeture sur soi?
Je ne m'inscris ni ne me reconnais dans ces termes belliqueux, agressifs et barbares. Monsieur Onfray, et vous qui souriez en coin, vous moquez, vous crachez sur ma langue et ceux qui la portent, vous qui vous offusquez à l'idée de passer 4 malheureux % de chansons en langue dite régionale sur les antennes nationales, entendez bien. Ma langue me remue les tripes et le cœur parce qu'elle me relie à mes grands-mères, à mes ancêtres, à mes parents, à mon fils, à mes amis, à ma terre, qui par ses noms de villes, de lieux-dits, de rivières, de champs, me parlent et me disent leur histoire et me permettent d'y inscrire la mienne. Beaucoup d'émotions, dans beaucoup de choses dites aussi dans la voix là, de Nolwenn Corbel. Yves-Marie Derbray, Salin, vous vous battez pour donner à voir et à entendre le breton. Les langues régionales sont-elles un instrument identitaire, comme l'affirme Michel Onfray, une sorte de façon de se distinguer, mais finalement contre l'autre, de créer un entre-soi? Moi, je trouve qu'avec ces débats-là, en fait, on s'éloigne totalement de la réalité de ce qui se passe au quotidien en Bretagne et de la vie des britophones ou des Bretons. On n'est pas du tout dans un... au quotidien, les gens ne sont pas du tout dans un combat politique qui est de cette nature-là. C'est juste les mots qu'a prononcé Nolwenn Corbel en sont le témoignage. C'est quelque chose qui est lié à l'intimité des gens, à leur existence, à ce qu'ils sont, à ce qui les entoure. Et c'est juste de pouvoir en fait évoluer dans le monde tel qu'il est en Bretagne. La langue bretonne fait partie de notre environnement, de ce que l'on est, de la Bretagne, et qu'on puisse juste la faire vivre au niveau, normalement en fait. Et après, aller intellectualiser, on peut aller sur un discours beaucoup plus politique et autres si on le souhaite, mais c'est totalement déconnecté de la réalité du terrain et de ce que l'on vit nous au quotidien. Vous êtes assez d'accord avec ça? Oui, parce que pour ce qui est de Michel Onfray, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Le procédé est connu et c'est très fatigant. Moi, je donne des conférences, je rencontre beaucoup de gens. C'est fatigant de toujours devoir se justifier, de toujours être accusé de nationalisme, de je ne sais quoi. Le nationalisme outrancier, il est plus français que breton. Enfin, la politique de la langue nationale, élément de nationalisme, c'est une politique française. Le français qui ne reconnaît pas le droit de citer aux autres langues et qui est dans toute sa magnificence parce que les Lumières parlent français et que tous ceux qui parlent des langues régionales sont des obscurs. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça ne vaut même pas la peine de répondre. La question que ça pose aussi, c'est la question finalement de l'universalité, c'est-à-dire une langue doit-elle être universelle pour mériter d'exister? Mais qu'est-ce que ça veut dire être universel? En quoi la langue française est-elle plus universelle que la langue bretonne? Que quelqu'un m'explique ça. Enfin, la langue française est perchée sur ses ergots, mais que représente la langue française aujourd'hui? On vous répondra dans ce cas-là, ok, mais qu'apporte finalement à l'humanité une langue si son nombre de locuteurs est restreint? Eh bien, sur le plan scientifique, une langue est porteuse de beaucoup de choses. Et déjà en soi, je travaille avec beaucoup de linguistes, une langue est un objet qui vaut la peine d'être défendu parce que ça porte de la culture, ça porte de la science, ça porte des tas d'éléments intéressants, linguistiquement, culturellement. Donc, une langue en soi vaut la peine d'être défendue parce que, et c'est un grand principe de linguistique, aucune langue n'est supérieure à une autre. Et nous ne sommes pas ceux qui sont dans l'exclusion, parce que nous en parlons plusieurs de langues. Je voudrais rappeler, moi, à M. Onfray, justement, que le premier dictionnaire de langue française a été fait par un breton. Ce premier dictionnaire, c'était breton, latin, français. C'était le catholicon, qui veut dire universel. Et 1499, le français a eu son premier dictionnaire grâce à un britophone. Oui, et nous parlons tous français ici. Enfin, moi, je parle 5 langues couramment. Je ne suis pas une handicapée linguistique parce que je parle breton. Enfin, et on est tous un peu dans le même cas. Bien sûr. Non, une langue n'est pas responsable des gens qui portent des idées avec. Je veux dire, le français, c'est aussi la langue du maréchal Pétain et de Jean-Marie Le Pen. Donc,
C'est assez clair. Donc on pourrait, ce que M. Onfray reproche aux Bretons, on pourrait le prendre et le reprocher pour n'importe quel peuple dans le monde, y compris la France. Parce que je vous rappelle quand même que la colonisation, c'était pas forcément une heure, enfin des pages glorieuses toujours de notre histoire. Toutes les langues ont connu leurs pages moins glorieuses, eh oui. Breton y compris. Mais doit-on voir finalement dans la tribune de Michel Onfray une sorte de nouvel avatar du jacobinisme? Je pense qu'il était peut-être pas passé dans les médias depuis un certain temps, donc il fallait bien qu'il brusque un peu pour pouvoir y passer. Je pense que c'est tout simplement ça. Et puis je crois qu'on peut passer à autre chose, parce que franchement, c'est pas d'une grande rigueur intellectuelle. Oui, mais vous le sentez quand même, c'est une sorte de jacobinisme ambiant sur le côté où vous pensez que non, au contraire, les choses sont en train de se... Les choses sont en train de s'ouvrir. Ouais. Oui. Vous êtes confiante Tout à fait, tout à fait. Bon, il y a encore du travail à faire, c'est certain, mais par rapport à l'opinion publique, on peut dire qu'on avance. Alors, les lycéens de Carhaix, eux, sont fiers de leur langue régionale, après avoir passé toute leur scolarité en immersion dans le breton. Ils revendiquent de passer leur bac en breton. Ça leur semble évidemment naturel. Alors on va regarder, c'était en janvier dernier, ce reportage. Bode deoan ermintinman e kerampuil. Egaset eo lycée di diwan karez. Abaoe ermiz emain o hortoz respond deus a rektordi a deus ministrerez an deskadur estad. Labourad a reon evit kas o Juan Varaouk, tremen ar vache lauriez e brezonek pendaben, en an betegin. Ar miso kaset gwenom ar licher d'ar rektor hag da vinistrez an deskadur ar stad hag kaset an baget an accusé de réception. Recevait on un accusé de réception, mais en mes arlères, nous ne répondons pas toi. À nos bodadek benarvar, une tame évite la quête de gonz avec un brasseux, avec discoing de hip, nos donc je prêche de chum azav en ze, avec le kendar de godarstorm, avec marbor back. Et diwan, vekelenet pep d'anvez e brezonek, met an prouadou ar vacho, a rang bezat remenet egalek, nemet an istorgeo. Paul Diwan a zone strateski egente lui raisonnek en nolamment a eu l'armée mesdrao de la regarder très maintenant nol proadou et brezonnek PVF NSES eskiantou a bac a zone mestra alors cadarnat en nol proadou pesret a de pemzeglois erskol Dindam et all dans Jantenou Arstomze a zoini a lycéidi, met en dut deet a zonj drevraz ar memestra. Il fait que direis qu'anebet et dremaven labour et brezon et d'arblois et il fait classe que prisia musulia arbaregese godestapet betegen et vegred nemet egalk. Pezo bareges brau déjà. Abawe un nebet bravech chou ema en euskariz o roulen tremen ar vacho en euskarek, lycéidi diwan zo krog a blamman, ne ket sur e vichenchi laouet var ver dermen. Alors merci à Paul Molac et Yves-Marie Derbray-Salin d'avoir participé à cette première partie d'émission. Et on a le plaisir d'accueillir Émilie Quinquis et Maëlle Le Guenec. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, je vais revenir vers vous dans un instant, mais d'abord, une première question pour vous, Léna Alouarn. La revendication de ces lycéens là, de passer le bac en breton, vous semble-t-elle légitime ? Complètement. Écoutez, lorsque vous êtes scolarisé depuis la maternelle en langue bretonne et que vous apprenez toutes les matières en breton et même les langues étrangères en breton, vous vous retrouvez devant un examen entièrement en langue française sauf l'histoire géo. Je trouve ça aberrant. Il est possible de passer un examen dans la langue où on a eu toute l'éducation. C'est légitime et ça devrait être normal. Qu'est-ce qui bloque ? Ce qui bloque, c'est l'éducation nationale et le ministère. Il faudrait qu'ils acceptent que ces enfants... Mais quel argument on vous donne pour refuser qu'ils passent leur bac en breton ? Il y a l'article 2 de la Constitution qui dit que l'usage de la langue française est même pour les examens. Voilà. Tout acte, d'ailleurs, doit être en langue française. Donc, l'éducation peut se faire en breton parce qu'ils sont normalement bilingues. Voilà. Donc ça, on l'a gagné. Mais le fait qu'ils passent un examen en breton, ça, c'est encore en fin de compte, légitime. Et c'est tout à fait...
énorme, quoi, je trouve. En tout cas, nos internautes, eux, sont favorables clairement au bilinguisme. On leur a posé la question, êtes-vous favorable au bilinguisme français-breton à l'école? On voit leurs réponses. Beaucoup parlent des aspects positifs qu'ils apportent finalement pour les enfants. Alors pour ceux qui seraient intéressés justement à scolariser leurs enfants, à apprendre le breton, est-ce qu'il est facile aujourd'hui de trouver une école pour faire apprendre le breton à ses enfants? Y a-t-il suffisamment d'établissements, suffisamment de professeurs? Il y a déjà un nombre certain de lieux où on peut mettre son enfant donc dans une filière bilingue, qu'elle soit publique ou privée, ou dans une école Diwan. Là, on voit d'ailleurs les chiffres de Diwan, les 4318 élèves, c'est ça. Il va y avoir bientôt un 2e lycée et sans doute un 7e collège sur les Ille-et-Vilaine, puisqu'on y travaille. Mais il est certain qu'à partir du moment où il y a une demande faite, les parents peuvent réclamer une ouverture de classe bilingue. Et là, on intervient. L'Office public de la langue bretonne se met en relation avec les inspecteurs d'académie pour ouvrir cette filière. Les problèmes auxquels vous êtes confrontés, quand même, c'est les problèmes pour trouver des professeurs qui parlent breton, suffisamment de professeurs. Il y a maintenant un vivier d'enseignants. Mais ce qui pêche en ce moment, c'est le nombre de postes attribués au concours. C'est-à-dire que nous avons quand même, grâce à la convention spécifique, agrandi le pourcentage de 10 à 15% qui vont aller vers 20% bientôt. Mais ces postes au concours, il faut après avoir ces postes attribués pour aller enseigner dans une école et qu'ils soient pris en charge par l'éducation nationale. Et en ce moment, pour Diwan ou pour le privé, le nombre de postes attribués est sous-effectif. Il en faudrait 3 fois plus. Et donc le public a ses enseignants et il y a une réponse quand même grâce à la communication qu'on peut faire et nous demandons au rectorat aussi de communiquer dans ce sens. La région Bretagne, l'Office public et le rectorat communiquent sur le fait que l'on peut devenir enseignant bilingue et maintenant on peut dire qu'on a quand même un vivier d'enseignants qui peuvent enseigner n'importe où en Bretagne. Voilà. Je me tourne vers le vivier. On a une jeune bretonnante, Émilie, depuis 2 ans. Vous habitez Ouessant et vous commencez tout juste à y donner des cours de breton au collège. Qu'est-ce que vous espérez apporter aux enfants? Pour vous, cette langue, qu'est-ce qu'elle va leur apporter à ces petits bretons? Au départ, c'est parti du fait que justement j'ai appris le breton et du coup ça a un peu éveillé tout le monde à Ouessant parce qu'ils sont plutôt... c'est plutôt les gens sont plutôt intéressés par la démarche. Et vous avez trouvé beaucoup de bretonnants d'ailleurs à l'école? Non. Pas tant que ça. Non. Donc il y a vraiment un travail de reconquête à faire là aussi. Oui, puis on est sur une échelle assez... On est à petite échelle, donc du coup, il y a plein de choses qui sont possibles à faire et on en a parlé et on s'est dit que c'était juste déjà, ne serait-ce que pour que les enfants comprennent pourquoi le nom de leur adresse, par exemple, là où ils habitent, leur nom de famille. Pour qu'ils puissent se construire aussi, une identité sur ce territoire, finalement, un rapport avec ce territoire. Qu'ils voient que la langue bretonne est là, quoi, parce qu'il y a encore des gens qui disent que la langue bretonne est une langue morte. Et quand j'entends ça, je me dis, tiens, c'est marrant, ils n'ont peut-être pas vu qu'autour d'eux, il y en avait partout, en fait, et que c'est juste que, justement, il faut éveiller les consciences à ce que ça ne s'efface pas. Et puis, c'est à chacun d'essayer de, petit à petit, moi, j'ai fait cette formation à Stumdi, j'ai eu envie de retransmettre modestement ce que j'avais appris. Ce que vous avez donné, ce qu'on vous avait appris, ce cadeau qui était évoqué par un de nos internautes, le redonner. Rosane Milline, l'école forme de nouveaux britophones, mais la préservation finalement de la langue, elle passe aussi par le recueil de la parole des anciens. C'est un travail que vous menez dans le cadre du programme Soro Soro. Alors, je vous propose de regarder ça, un petit extrait en images. Mais gare un dude n'impligeant se tiam se ba au yes bemdek. Pastiamesa. Trois pour l'art au croix quand t'as pu viser tous des mégares. Mais à moi de ne change même se bouche de neider gilen retet ne même
Vuguale do Zuid, Carlos Nebut wie Bremen. Mais sie har zetje de vise 40 et trede, des chances et netra. Mais en mode we gisse. Bon, wenn du fuste neder gile da mat, Vuguale pe en du vras, pe en bamam so gent visetje de tien tosten du de neder gile, des chances et man met feta sentiment sur alle trede. Alors pour les non-britophones, hein, oui, je la question qui lui était posée, c'était quoi? La question qui était posée, en fait, c'est comment dit-on « je t'aime » en breton? Parce qu'on a toute une série de mots, de questions qu'on pose sur comment dit-on telle ou telle chose, parce qu'on sait très bien que les choses ne se disent pas de la même façon ou ne se pratiquent pas de la même façon d'une langue à l'autre. Par exemple, en breton, traditionnellement, on ne dit pas bonjour. Traditionnellement, on ne dit pas vraiment merci non plus. Il y a des tas de mots comme ça qui sont absolument pas universels. Et donc, on pose la question aux gens du cru, donc aux bretonnants natifs, comment est-ce qu'on dit telle et telle chose? Et là, la question était comment est-ce qu'on dit je t'aime? Et là, on voit toute la pudeur de cet homme et de cette culture. C'est prétexte, effectivement, à trouver des choses, à découvrir ce qu'il y a dans une langue et dans tout ce qu'elle porte, dans la culture qu'elle porte. Et par exemple, quand on ne dit pas bonjour en breton, alors ça, c'est pour le camarade Schwarz, là derrière, on ne dit pas vraiment des mad. Ah donc Kenavo, c'est au revoir. Je sais. non, vous restez avec nous. Mais par contre, on se pose pour se dire bonjour, quand on croise quelqu'un, on lui demande s'il va bien, on lui demande comment va la famille, on parle beaucoup du temps aussi, et parler du temps, de la météo, c'est pas innocent dans une population qui est rurale, où l'agriculture, la pêche, etc. Donc on se dit des choses, c'est pas juste un mot, on est plus concret en breton, on dit des choses. Ça l'était, maintenant c'est passé de mode si on veut. Et parmi les très jeunes. Parmi les très jeunes. La langue française aussi, il n'y avait pas le bonjour qu'il y a maintenant. C'est passé dans les usages, dirons-nous. Voilà. Parmi les jeunes générations, pas forcément parmi les autres. Les anciennes, pas les anciennes. Ce travail de collecte, l'association Dastum l'avait entrepris dès les années 70. Il est de plus en plus de trous. Alors Dastum se concentre plus sur le patrimoine, on va dire musical, les histoires, les contes, plus qu'un collectage de linguistes pur et dur, même si ça va dans le même sens. Ça n'avait jamais été fait en fait, ce collectage. Si, il y a d'autres personnes qui le font. Il n'est pas trop tard finalement. Non, la particularité, c'est qu'on le fait de façon filmée, mais depuis les années largement 70, il y a des gens qui collectent, et même pour ce qui est de filmer, il y a des gens comme Christian Arbraz le font depuis les années 90, Lors Join le fait depuis 1 ou 2 ans, enfin on est quelques-uns sur le bout, et heureusement. Le public de la langue bretonne a un service patrimoine linguistique qui a tout travaillé sur ce patrimoine linguistique un peu partout en Bretagne, avec des aides évidemment de personnes du coin même, et qui numérise le tout. D'accord. Donc il y a quand même un trésor linguistique qui est préservé. Qui est en train d'être sauvegardé. On va écouter aussi un petit trésor linguistique, un petit extrait de votre nouvel album, Émilie Kinkis, il s'appelle As an End to Death. Il était sorti cet album le 20 octobre. Vous avez choisi de chanter en breton. Alors là, on a entendu la voix d'Angela Duval en breton. Vous avez chanté en anglais. L'album est moitié breton, moitié anglais. Qu'est-ce que cette langue bretonne vous apporte à vous dans votre musique? Qu'est-ce qu'elle vous permet d'exprimer? Ce que j'ai éprouvé en écrivant les morceaux qui ont été écrits en breton, c'est que soudain, j'étais préoccupée par d'autres sujets que moi-même. Soudain, le breton m'a reconnectée à des préoccupations plus grandes.
que ce que je pouvais avoir en écrivant en anglais. Du coup, ça faisait sur cet album-là, ça fait un équilibre. Et puis, c'était aussi comme un chemin, parce que j'étais en cours de formation quand j'étais en train de commencer à composer pour l'album. C'est pour ça qu'il y a encore de l'anglais dedans. L'objectif maintenant, c'est d'être 100% breton ou vous ne vous fixez pas spécialement Non, je ne me fixe pas d'objectif parce que je crois justement que ce genre d'objectif fait du breton une langue différente des autres alors qu'elle devrait être juste considérée comme une langue comme les autres. Et si je me dis je fais que du breton, alors ce sera une démarche ou une revendication, alors que j'ai envie de me laisser la liberté de choisir la langue que je veux. Si c'est de l'espagnol, c'est de l'espagnol. Si c'est du breton, c'est du breton. Enfin, voilà. Maëlle, la musique, elle est un puissant vecteur de transmission de cette langue bretonne et un motif de fierté aussi. Ce dynamisme culturel-là, est-ce une spécificité de notre région ou est-ce qu'on retrouve ce genre de phénomène dans toutes les langues celtiques comme ça menacées ? Alors après, tout dépend de ce qu'on appelle en termes de musique. C'est vrai qu'en termes de production de disques en France, la Bretagne est loin devant en termes de production régionale. Maintenant, si on compare avec le Pays de Galles a une belle production musicale, c'est sûr. Après, c'est dans quel style ? Nous, en Bretagne, la chance qu'on a, on n'a pas eu la même chance au point de vue de la langue qu'ont eu les Gallois. Par contre, notre musique traditionnelle, notre musique à nous, a évolué. Eux, aujourd'hui, hélas, ils font... Et là, après, c'est un choix, mais c'est mon jugement. Ils font beaucoup de pop, ils font de la pop en gallois, c'est super, mais leur musique traditionnelle est restée comme figée. Et nous, on a eu cette chance de pouvoir éclater toutes les frontières et continuer à faire évoluer cette musique pour pouvoir la transmettre telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de la musique de Fest-Noz, qui permet de danser dans sa forme la plus stricte, elle est accessible, elle est moderne et elle est sympa. Le breton aussi stimule la création finalement, parce que la preuve avec Finarbet, là, cette série qu'on a diffusée sur notre antenne, 100% bretonne. Une série de fiction entièrement en breton, dans un monde entièrement en breton, un monde de fiction, hélas, pour certains. Oui, c'est une très très belle fierté, c'est une très très belle réalisation qui marche bien. On en voit quelques images d'ailleurs derrière nous. Voilà, alors volontairement aussi un registre qui a pu surprendre quelques-uns. On a souvent, alors pas quand je dis on, je ne sais pas qui justement, dit que la langue bretonne était surtout réservée à la comédie. Et c'est vrai qu'on a de très beaux exemples, comme Brace Kiss, la sitcom qui avait été produite par France 3 et les télévisions locales ainsi que Brésil Web. Mais le noir, le thriller, film Mouskri, je dis ma velard de Brezonac, ça marche aussi. On peut très bien aller dans des registres beaucoup plus sombres avec une très belle réussite, je pense. Alors ça, là on est dans la fiction, oui, mais pour que le breton soit vivant, il faut créer un tissu social de pratiquants. Et cela passe notamment par les médias, radio, télévision. Quelle est la présence du breton dans les médias régionaux ? Alors aujourd'hui sur France 3 Bretagne, on a à peu près 2 heures hebdomadaires. On a surtout la chance d'avoir une émission jeunesse. On est la seule antenne régionale de France 3 à proposer une émission jeunesse dans une autre langue que le français. Il y a évidemment le magazine Bali-Bray. Sur les radios, la radio publique France Bleu Bray-Diesel, c'est 20 heures hebdomadaires. Il y a évidemment les radios associatives en Bretagne, RKB, Radio Broadjened, Arvorig FM, Radio Kernet, qui proposent chacun à leur tour. Certains sont 100% bretons, d'autres bilingues. Il y a aussi évidemment France Bleu Armorique qui propose quelques heures par semaine. Et puis il y a Internet aussi. Internet, avec Brésil Web. On peut surfer sur la toile en breton, communiquer en breton. C'est une manière de se créer aussi ce tissu social indispensable. Vous l'utilisez tous ? Oui. Ceux qui utilisent Facebook peuvent le faire en breton. Moi, j'écris différemment en français, en anglais, en breton. Non, mais il y a Facebook si tu veux, où tu retrouves des thèmes où tu peux participer. Et vous, Émilie, c'est quelque chose, ce sont des outils dont vous êtes emparés pour essayer de créer une communauté comme ça, de dialogue J'essaye au maximum de temps en temps de faire de trouver les moyens pour que les gens voient ou entendent du breton sans que ce soit non plus trop poussif. Donc du coup, j'essaye dans mes posts Facebook effectivement de glisser en breton dès que je peux pour que les gens aient un peu de contact avec la langue, parce que c'est ça, je trouve que c'est ça qui manque en fait des fois, d'être juste tout simplement que les gens soient habitués, que ce soit normal en fait. Vous qui avez décidé de chanter en breton, est-ce que vous vivez ça comme un handicap ? Genre, je vais vendre moins de disques si je chante en breton, par exemple ? Non, ça a plutôt fait l'effet inverse, en fait. Dans le sens où déjà, par exemple, vous m'invitez dans cette émission. J'ai tout un réseau de personnes qui se sont intéressées à mon travail parce qu'il y avait du breton dedans. Tous les Bretonnants qui n'écoutaient pas forcément ce que je faisais. Et puis, surtout, j'ai travaillé avec plusieurs personnes
en Angleterre sur cet album. Et bizarrement, au contraire, ça a suscité de l'intérêt parce que eux, ça présente aucun intérêt. Un artiste qui va chanter en anglais ou même en français, ça peut être intéressant, mais voilà, il y en a. Après, des artistes qui chantent en breton et qui arrivent avec leur petit CD en Angleterre, et ben, on n'est pas si nombreux que ça. Et du coup, forcément, ils prêtent une oreille plus attentive. Ils sont bienveillants parce qu'eux, ils ont aussi toute une démarche par rapport aux langues minoritaires qui est vraiment chouette, quoi. D'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment faire pour justement faciliter cette transmission de la langue bretonne? Est-ce qu'on en fait assez dans les médias? Et qu'est-ce qu'il faudrait changer ou améliorer d'après vous? Moi, je pense que l'école est un élément capital. Que c'est formidable, encore une fois, Diwan et les écoles bilingues publiques et privées, mais il y a un tabou sur le fait de rendre la langue bretonne obligatoire dans toutes les écoles, et je pense au moins en Basse-Bretagne, et je pense que la réponse, elle passe par là. Ça existe en Corse, ça existe plus ou moins en Alsace. Au Pays Basque, c'est 50% des écoles. En Bretagne, encore une fois, il n'y a que 3% des enfants qui ont accès à la langue bretonne, et ça passera par là. Pourquoi est-ce que c'est un tel tabou? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait 3 heures de cours de breton pour tout le monde à l'école? C'est quand même la langue de ce pays. Eh bien, on va finir ce débat sur cette proposition. Loïc, est-ce que vous avez un dernier petit dessin à nous proposer quand même pour clore l'émission? Oui, j'ai un dernier. Alors, qu'on regarde ça. Ah non, voilà. Ah oui, d'accord. Lors du débat en breton, pourquoi pas, hein, il va falloir que je prenne quelques cours auparavant, je crois, je ne suis pas tout à fait prêt. Bon, c'est la fin de ce débat. Merci à tous d'y avoir participé. À noter dans vos agendas le concert d'Émilie Quinquis à Rennes, c'est le 9 décembre, ce sera à la chapelle du Conservatoire à l'occasion du festival Bar en Trance. Dimanche prochain, à 11h, vous retrouvez Dimanche en politique avec Robin Durand. Il accueillera Vincent Lemot, le chef de file des socialistes costarmoricains. Et si vous souhaitez revoir ce débat, rendez-vous sur le site internet de France 3 Bretagne. À suivre demain. Maintenant, votre journal régional, Kenavo. Désolé.